Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Tout d'abord, les titres du journal. Élection législative 2012, le vote des paramilitaires et des militaires a démarré aujourd'hui et va se poursuivre demain, dimanche. Au premier jour, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Des explications dans ce journal. Ce samedi 23 juin, le mouvement des forces vives de la nation a célébré sa première année d'existence. Le M23 a choisi la place de l'indépendance et la place Soweto pour abriter les différents événements retenus pour cette première célébration du M23. Enfin, large fenêtre sur le sommet de Rio avec la participation sénégalaise, particulièrement avec le chef de l'État Macky Sall qui s'est exprimé sur l'économie verte et la position du Sénégal sur le développement durable. Des échos de ces interventions avec nos envoyés spéciaux à Rio. Je vous le disais tantôt, faible affluence dans les bureaux ce matin à l'occasion du vote des militaires et paramilitaires. À Dakar, au centre Bimidiaï, peu de militaires sont venus sacrifier à cette tradition. C'est le constat de notre reporter Amidou Diop. Ces bulletins de vote des 24 listes de partis et coalitions n'attendent que des votants. Au centre Bibindiaï, à 10h passées ce matin, seuls quelques militaires en civil ont fait le déplacement pour voter. Je suis venu accomplir mon devoir de citoyen. Malgré la diversité des bulletins, il y en a beaucoup. Mais si on porte son choix sur quelqu'un, je crois que pas difficile, c'est facilement repérable. Dans les bureaux de vote, ce n'était pas le grand rush dans les salles des représentants de la Sénat, des mandataires et le président du bureau de vote. Les élections se passent bien, ça se déroule normalement. On a commencé depuis 8 heures, bien qu'il n'y ait pas encore une affluence. Espérons que ça va venir, parce que nous en avons pour 2 jours. Vous avez actuellement combien de votants? Nous en sommes à 43, de 711 dans ce bureau numéro 2. Ce que nous avons pu constater ici, comme je l'ai rappelé, c'est la timidité et le peu d'engouement manifesté pour ces opérations qui concernent les militaires et les paramilitaires. Nous avons eu l'occasion de voir 3 bureaux de vote et nous avons enregistré un faible taux de participation à l'intérieur de ces 3 bureaux. Timidement commencé, le vote des militaires se poursuit jusqu'à demain. Pour ces législatives, plus de 22 000 militaires et paramilitaires sont inscrits sur les listes. Parlons à présent du M23. Le mouvement du 23 juin a célébré ce matin l'an 1 des événements du 23 juin 2011. Cette célébration a eu pour cadre la place de l'indépendance et la place Soweto. À la place de l'indépendance, des expositions sur les événements du 23 juin ont été visitées. Ensuite, une marche silencieuse a eu comme terminus la place Soweto, nous dit Matar Kassé. Ils sont tous présents. Responsables politiques, membres de la société civile, du mouvement Y en a marre et de simples citoyens, ils se sont regroupés autour du M23 pour commémorer les événements du 23 juin 2011. Cette procession silencieuse jusqu'aux grilles de l'Assemblée nationale a été le point d'orgue de cette journée de souvenirs. Nous sommes là pour rappeler que le 23 juin, nous avions récupéré ce pouvoir qui était confisqué par des députés qui étaient là pour un régime. Et dans les slogans, vous avez entendu, pour des députés du peuple. Alors, nous venons également faire ce rappel. Parce que l'amnésie, le refoulement, l'oubli des grands moments de l'histoire d'un peuple, c'est effectivement l'histoire aussi des échecs. C'est l'histoire des erreurs. Je suis très fier aujourd'hui de venir commémorer cette date. Pour moi, c'est tout nouveau. Parce que je fus arrêté avec Fou Malade, Cap de Seus, Karim Khouroum Haq et Crazy Cool le 22 au commissariat central. Donc le 23, je n'étais pas là. C'est tout nouveau pour moi. Et j'ai des sensations, j'ai des pulsions. Ma fierté est touchée et je suis super content. La marche silencieuse est partie de la place de l'Indépendance, lieu où ont débuté les manifestations. Interpellé par des étudiants sur la mort de Mamadou Diop, le garde des Sceaux a assuré que la justice fera son travail. Toutes les victimes des violences électorales peuvent compter sur moi, sur le gouvernement, pour que la lumière soit faite sur ces morts qui n'auraient jamais dû être morts. Parce que tout simplement, ils manifestaient un droit que leur reconnaît la Constitution, que leur reconnaît le droit international, le droit de se lever et de dire non lorsque la Constitution est violée. Auparavant, différents orateurs s'étaient succédés devant le micro. Ensuite, une visite des expositions sur le 23 juin a été effectuée.
Je vous le disais dans les titres, le chef de l'État est revenu hier de Rio au Brésil où il participait au sommet de la Terre, la conférence internationale Rio Plus 20 où le président de la République Macky Sall s'est exprimé sur l'économie verte. Il a souligné son importance pour lutter contre la pauvreté. De même, le chef de l'État a donné la position du Sénégal sur le développement durable. Envoyé spéciaux au Brésil, Khadikan Youssou Sagna. 20 ans après la conférence internationale de Rio au Brésil sur l'environnement et le développement en 1992, l'Assemblée générale des Nations unies a convoqué une conférence internationale Rio Plus 20, une étape pour évaluer où en sont le concept et les démarches de développement durable, mais également comment les Nations unies, les acteurs étatiques et la société civile se situent-ils politiquement dans un contexte où les crises financières secouent le système économique mondial et où les négociations climatiques qui forment actuellement le principe cadre de décision internationale sur le développement durable s'enlisent alors que les concentrations de gaz à effet de serre augmentent dans l'atmosphère. 2 thèmes ont été à l'ordre du jour de cette conférence, à savoir le cadre institutionnel du développement durable et une économie verte dans le contexte du développement durable et l'éradication de la pauvreté. Le président de la République, Macky Sall, a participé à cette rencontre. Le chef de l'État a exposé la position de notre pays sur la question. À la croisée des chemins, sachons prendre la bonne voie pour assurer notre survie commune. Le temps est venu de surmonter nos divergences et nos intérêts particuliers pour notre bien commun. De passer de la prise de conscience à la prise de décision, du plaidoyer à l'engagement, de l'intention à l'action. L'économie verte, proposée comme nouveau paradigme du développement durable, parce que plus sobre en carbone et prometteuse. Pour autant qu'elle ne constitue pas une nouvelle entrave à la croissance des pays en développement. Pour nous, l'économie verte doit s'inscrire dans une dynamique de croissance soutenue, de justice sociale et d'éradication de la pauvreté. La finalité étant de rompre un cercle vicieux dans lequel la dégradation de l'environnement est à la fois cause et conséquence de la pauvreté. L'économie verte ne peut se réduire en une simple déclaration d'intention. Elle exige un changement durable dans les modes de production et de consommation, touchant à l'agriculture, à l'industrie et à l'énergie, pour ne citer que ces secteurs principaux. Elle suppose aussi, ne l'oublions pas, le respect des engagements déjà convenus au titre du Fonds vert pour le climat, l'aide à l'adaptation au changement climatique et le transfert de technologies adaptées aux besoins des pays bénéficiaires. Ces objectifs ambitieux demandent un suivi intégré, mettant en synergie l'ensemble des moyens et des pôles de décision dans un cadre institutionnel cohérent. L'économie verte est définie comme une économie qui engendre une amélioration du bien-être humain et de la justice sociale tout en réduisant sensiblement les risques environnementaux et les pénuries écologiques. Le chef de l'État a fait des propositions devant l'Assemblée. Macky Sall préconise, entre autres, la mise en place d'une institution chargée de la gouvernance verte. C'est tout le sens de la position africaine commune en vue de la transformation du programme des Nations Unies pour l'environnement en une agence spécialisée, voire une organisation mondiale de l'environnement. L'Afrique attend cette décision. Dans le même esprit, nous, Sénégal, souhaitons la création d'un mécanisme intégré de gouvernance maritime mondiale pour une prise en charge globale des problèmes environnementaux propres aux mers et aux océans dans le cadre de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer. En sa qualité de pays membre du groupe sur les sources innovantes de financement du développement, le Sénégal soutient l'engagement de la France pour la taxation des transactions financières internationales en appui au financement du développement. Au plan national, nous poursuivons résolument la mise en œuvre d'Agenda 21 dans plusieurs domaines prioritaires, notamment la conservation de la biodiversité avec la création d'aires marines protégées, de réserves naturelles communautaires, la Grande Muraille verte, la lutte contre la déforestation et la dégradation des sols par la promotion des énergies renouvelables, le programme d'électrification rurale et la substitution progressive du gaz butane au charbon de bois. Rio plus 20 a débouché sur une déclaration élaborée à partir d'un texte en négociation depuis plusieurs mois intitulé « Le futur que nous voulons ». Cette feuille de route sera la base des négociations pour les prochaines années. À marge du sommet de Rio, le chef de l'État a été reçu en audience par la présidente du Brésil, Dilma Rousseff. Au menu de l'entretien, la coopération économique entre les deux pays. La coopération Sénégal-Brésil en matière de santé publique a été également évoquée par Paulo Gadela, président de la fondation Oswaldo Cruz, et le président Macky Sall. Rio plus 20, c'est fini. Les résultats issus des travaux seront présentés à la prochaine session de l'Assemblée générale des Nations unies. Merci Khadik Khan. Signalons qu'au terme de la conférence de Rio, le ministre des Affaires étrangères a fait une évaluation de la participation du Sénégal. Alioune Badara Cissé de préciser que c'était une participation positive et riche en enseignements. Nous l'écoutons toujours au micro de Khadik Khan. Le Sénégal, par la voix de son président, s'est largement exprimé et a lancé un concept nouveau qui va au-delà de l'économie verte, qui concerne la gouvernance verte. Par gouvernance verte, le président de la République a voulu exprimer la volonté politique qui en général fait défaut dans ce genre d'organisation pour pouvoir mener à dessein les véritables réformes qu'il faut. Le courage politique, la volonté politique, c'est de cela dont il s'est agi. Et à l'unanimité, pour la plupart des dirigeants africains qui se sont exprimés, cela a été le tempo, consistant en partie d'ailleurs à vouloir transformer le programme des Nations Unies pour l'environnement en organisation mondiale de l'environnement. C'est la proposition du chef de l'État. Et pour le Kenya qui abrite encore ce programme, il s'agissait tout simplement de le transformer en agence spécialisée du système des Nations Unies pour vous dire que nous sommes bien allés au-delà des attentes des uns et des autres. Toujours à propos du sommet de Rio, allons à la découverte de l'État Maldives, le plus petit État insulaire de l'océan Indien. Son président a annoncé à Rio que son pays, grâce à ses efforts dans l'environnement, va devenir la plus grande réserve marine du monde. C'est le grand rendez-vous de 2012 en matière d'environnement. Le sommet de l'ONU sur le développement durable a réuni pas moins de 86 chefs d'État et de gouvernement à Rio. Au milieu des grands dirigeants de ce monde, un homme est sorti de l'ombre, Mohamed Waïd, le président des Maldives, petit État insulaire de l'océan Indien. À la tribune, il a lancé un vibrant appel pour le droit à survivre de tous les peuples. Je suis de l'un des plus petits pays de la planète. Je suis ici parce que la survie de nos enfants et leur essor sont inextricablement liés à ce qui se passe dans vos pays. Pourtant, c'est bien de lui et non des grandes puissances qu'est venue la première annonce de ce sommet, peut-être la plus ambitieuse. D'ici 5 ans, il compte faire des Maldives une réserve marine la plus grande au monde. C'est un défi colossal qui attend cet archipel de 1200 îles, surtout connu pour accueillir des touristes fortunés sur ses plages paradisiaques. Mais les Maldives, c'est aussi l'un des pays les plus touchés par le réchauffement climatique. Avec la montée des océans, ces terres à peine émergées sont en danger et leur écosystème est fragilisé par une forte croissance démographique. Dans la future réserve, les pratiques seront durables et écologiques. Fini la pêche industrielle dans ces eaux riches en requins, tortues et poissons.
Le programme de développement doit prendre en considération la nécessité d'une coexistence paisible de toutes les espèces, au même titre que la nécessité d'une croissance économique. J'espère que les gouvernements de ce monde vont faire de ce moment une référence en matière de développement durable. Pour les habitants des Maldives, le développement durable est une question de survie. À Rio, Mohamed Ouaïd a voulu montrer l'exemple pour que son appel à agir rapidement ne se transforme pas en un appel à l'aide désespéré. Demain sera le dimanche de tous les dangers en Égypte car demain seront proclamés les résultats de la présidentielle. Les deux camps crient victoire, ce qui augure de tensions à venir. Plus de détails avec ce rapide survol de l'actualité africaine. Les Égyptiens fixés demain dimanche sur les résultats de l'élection présidentielle. C'est en tout cas ce qu'a promis la commission électorale. Cette annonce intervient au lendemain d'une grande manifestation place Tahrir à l'appel des frères musulmans pour soutenir leur candidat Mohamed Morsi. Il revendique la victoire tout comme son adversaire Ahmed Shafik, ancien Premier ministre d'Hosni Moubarak. Au Soudan, les manifestations contre la vie chère prennent de l'ampleur. Un mouvement lancé par les étudiants de Khartoum il y a 8 jours est durement réprimé par la police. Les manifestants protestent contre l'inflation, 30% en mai, et contre le plan d'austérité. Le Soudan, déjà quasiment en faillite, a perdu des milliards de dollars de recettes pétrolières depuis la sécession du Sud il y a un an. Une prise que l'armée tunisienne montre volontiers à la presse. Cette semaine, elle a détruit 3 véhicules bourrés d'armes. Ils circulaient dans l'extrême sud du pays. Selon les médias tunisiens, les armes provenaient de Libye et transitaient par la Tunisie direction l'Algérie. Depuis la chute du régime Kadhafi, la région est confrontée à une explosion de la contrebande et du trafic d'armes en provenance de Libye. Retour chez nous pour parler des négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants qui ont fixé à la mi-juillet. La décision a été prise hier après-midi lors d'une réunion ministérielle préparatoire entre gouvernement et syndicats. La rencontre, présidée par le Premier ministre, a permis de passer en revue toutes les revendications des enseignants. À ce propos, nous écoutons Massourci, c'est le ministre de la fonction publique. Nous avons passé en revue toutes les questions nouvelles. Nous avons évalué leur incidence, nous avons procédé à des arbitrages. Mais je voulais dire que le gouvernement est maintenant prêt à négocier avec les syndicats d'enseignants. D'abord, ces négociations, on a fixé la date. Elles auront lieu à la mi-juillet. On a précisé tout à l'heure la date à laquelle on va convier les syndicats d'enseignants en tenant compte un peu des différents programmes, des examens et des situations spécifiques. On va le faire de manière concertée. D'abord, ces négociations, on a fixé la date. Elles auront lieu à la mi-juillet. On a précisé tout à l'heure la date à laquelle on va convier les syndicats d'enseignants en tenant compte un peu des différents programmes, des examens et des situations spécifiques. On va le faire de manière concertée. Le gouvernement a étudié toutes les questions dans un véritable esprit d'ouverture, après avoir fait l'état des lieux, pour voir la situation du pays, discuter sur les revendications, voir leur justesse et voir jusqu'où on peut aller. Je pense qu'aujourd'hui, les bases sont déjà jetées. Le gouvernement est prêt, les revendications ont été étudiées dans les détails et nous allons aller vers des négociations qui pourront nous permettre d'arriver à des accords réalistes et réalisables pour qu'on puisse enfin pacifier l'espace scolaire pendant au moins plusieurs années, notre hypothèse de base étant 5 ans. École toujours, toutes les dispositions seront prises pour un espace scolaire apaisé, promesse faite par le ministre de l'Éducation nationale. Ibrahima Sall a rendu une visite de courtoisie à quelques responsables syndicaux dans leur siège. Le compte-rendu est signé Seynabou Diokhane. 4 organisations syndicales ont reçu le ministre de l'Éducation nationale en visite de courtoisie au siège du Sud-Est, du CUSEMS, du SAEMS-CUSEMS et de l'Union des enseignants du Sénégal. Par sa démarche également, il montre en réalité qu'il ne considère pas les syndicats comme des empêcheurs de tourner en rond, mais comme des partenaires avec qui il doit collaborer, comme des partenaires de l'école. Et nous, notre démarche a toujours consisté
à jouer un rôle d'alerte pour éviter les crises et mettre en place un mécanisme d'anticipation sur les crises, ce qui permet donc de véritablement de stabiliser durablement la paix dans l'espace scolaire. Nous luttons pour l'éducation nationale et ils ont montré par leur patriotisme et leur force de conviction qu'ils défendent leurs intérêts mais qu'ils pensent à l'école. Bon, donc la situation est difficile, mais nous allons, par la collaboration, le partenariat, la discussion, essayer de trouver, de mettre en place un espace pacifié de l'école pour qu'on ne parle plus de grève et que les syndicats soient des partenaires de l'État. Nous voulons être des partenaires et non plus des ennemis. Parce que nous travaillons pour nos enfants. Et je pense que ça, la rupture dans la forme de négociation, dans la forme d'approche, dans la forme de dialogue, dans la forme de prise en compte de nos problèmes, va constituer un élément nouveau qui va permettre de créer des rapports sains, sérieux et qui vont faire avancer les choses entre les syndicats et le gouvernement. Le Sud-Est, le SAEMS-CUSEMS, le CUSEMS et l'UES ont saisi l'occasion de la visite du ministre pour exposer des doléances. Entre autres revendications des enseignants, le traitement équitable de tous les syndicats et l'organisation d'élections de représentativité. Aujourd'hui, il y a plus de 50 syndicats, vous ne savez même pas qui représentent quoi. Il faut des élections de représentativité qui vous permettent d'identifier vos interlocuteurs pour qu'on puisse savoir qui doit y assister. Pour le ministre de l'Éducation nationale, le déplacement vers les syndicats témoigne de la volonté des autorités éducatives de nouer un partenariat avec les organisations syndicales. Quittons Dakar à présent pour aller à l'intérieur du Sénégal. Visite de terrain à Diourbel dans le cadre de la lutte contre la famine. District de santé et banque céréalière ont reçu le ministre britannique du Développement international, accompagné d'une délégation des Nations Unies. La crise alimentaire et nutritionnelle inquiète au plus haut point, nous dit Amsatou Seynias. Non, nous ne sommes pas sur la corne de l'Afrique, mais bien au Sénégal, dans la région de Diourbel et plus précisément dans le département de Maké. Khadi a 2 ans, elle n'en a pas l'air, la malnutrition étant passée par là. Son regard en dit long. Elle a 1 an, 1 mois, mais elle est trop petite. Mes seins n'ont pas de lait, donc elle ne grandit pas. Et elle passe son temps à pleurer. À côté d'elle, le petit Moussa, il souffre des mêmes maux. Mon fils a 2 ans, 5 mois. Il pèse à peine 15 kilos. Il est né maladif. Il n'aime que les plats salés. Il n'aime pas les bouillies. Un programme de renforcement nutritionnel a été mis sur place dans la région. Les céréales restent l'alimentation de base. À la farine enrichie, composée de mil, maïs, du riz, du niébé et de l'arachide, que l'on transforme avec les femmes qui sont au niveau du programme, qui font la transformation pour les donner aux enfants malnutris. À quelques kilomètres de Maké, Kael, une localité où la crise alimentaire est présente depuis le mois de mars. La population bénéficie du soutien du PAM grâce à une banque céréalière villageoise. Nous avons reçu 13 tonnes 300. Nous faisons 117 sociétaires. Donc chaque sociétaire aura 100 kilos. On s'est réunis. On a dit que donc on va élargir aux non-sociétaires qui auront chacun 50 kilos. Face à cette situation, des démembrements du système des Nations Unies tels que l'UNICEF, le PAM, les FAO et l'OMS investissent le terrain. De voir comment ça se passe sur le terrain, quels sont les défis, les difficultés que les communautés doivent faire face et aussi quels sont le système d'appui qui est là pour supporter ces populations. Les moyens manquent, un appel est lancé à tout donateur. Une descente sur le terrain permet de mieux appréhender la situation. Très bonne impression avec cet grand exemple. Et je remercie avec toute mon équipe, à tous dans la communauté pour ce très bon travail. Et je crois que c'est possible. Ici, c'est un bon exemple pour toute la Sahel. 9 pays du Sahel sont touchés par la crise alimentaire. 325 milliards ont déjà été collectés. Mais l'objectif final est de mobiliser la rondelette somme de 800 milliards de francs CFA pour l'année 2012. De Diourbel, nous allons à présent au nord du Sénégal. Lutte contre la malnutrition à Matam. L'hôpital de Ourossogui dispose d'un centre de récupération nutritionnelle. Cette structure permet la prise en charge de quelques cas sévères. Malheureusement, le manque de moyens des familles condamne de nombreux enfants à ne jamais arriver dans cette structure. Toutefois, une petite lueur d'espoir est née avec l'arrivée d'une ONG qui aide au transport des mamans, nous dit Oumar Diaw.
On ne les compte pas, les tout-petits souffrant de malnutrition à Matam. Pour faire face aux cas sévères chez les enfants, le centre hospitalier régional de Ourossogui a aménagé une zone dédiée à la prise en charge de cette catégorie fragile. Ce centre a été construit il y a quelques années avec l'aide d'un partenaire financier qu'on appelle Contepart. Depuis quelques mois, nous avons un pédiatre qui a beaucoup contribué à l'amélioration de la qualité des soins qui y sont prodigués. La malnutrition provoque une perte pondérale chez l'enfant et un retard de croissance. Une fois le diagnostic posé, le personnel de santé entreprend une action thérapeutique fondée sur la récupération nutritionnelle. Mais l'état d'indigence des populations fait que tout le monde n'arrive pas dans le centre de prise en charge. Si le niveau de pauvreté est tel que les gens ne peuvent même pas assurer le transport pour amener les enfants dans les postes ou dans les centres de santé, cela pose un problème. Donc c'est seulement une infime partie des cas qui parviennent jusqu'à l'hôpital. Face à cette situation de précarité économique et sociale, l'hôpital peut compter sur le soutien d'un partenaire. Il y a une ONG qu'on appelle Action contre la faim qui est venue nous proposer un partenariat et ils sont en train de prendre en charge l'alimentation des mères et le transport. Pauvreté et malnutrition sont intimement liés. Tant qu'on n'agit pas sur le premier élément, le spectre inadmissible de la faim continuera de rôder. Si des compléments alimentaires peuvent aider à corriger les déficits nutritionnels, les produits locaux bien utilisés sont fort utiles pour ne pas tomber dans les affres d'une malnutrition d'un autre âge. Retour à Dakar, la technologie au service de la santé de la reproduction, une salle de visioconférence dédiée à la formation à distance des gynécologues installés à l'hôpital Aristide Le Dantec a été inaugurée. Il s'agit d'un projet de partenariat entre l'État du Sénégal et le Centre de recherche pour le développement international. Un reportage signé Djibitia. Cette visioconférence servira de plateforme pour la mise en œuvre de cours et de réunions techniques avec les étudiants en gynécologie qui participeront tout en restant sur leur site. En fait, il s'agissait de l'inauguration de la salle de visioconférence au sein de la clinique gynécologique et obstétricale et du centre de formation et de recherche en santé de la reproduction. Alors, cette inauguration est le prétexte en fait à l'évaluation d'un programme expérimental de formation au diplôme de gynécologie et d'obstétrique pour des médecins qui avaient été initialement formés en compétences en soins obstétricaux d'urgence. C'est-à-dire que pour réduire la mortalité maternelle dans les zones reculées du pays, il avait été imaginé depuis les années 2000 un programme de formation de médecins généralistes qui acceptaient d'aller officier dans ces régions périphériques. Après avoir reçu une formation de 6 mois au sein de la clinique gynécologique et obstétricale du CHU Le Dantec et acquérir donc un certain nombre d'aptitudes en chirurgie d'urgence obstétricale et permettre donc de résoudre les problèmes en périphérie. Alors ces médecins, dans le cadre de leur plan de carrière, après avoir officié pendant quelques années dans ces structures périphériques, ont émis le besoin de devenir des spécialistes pleins en gynécologie et obstétrique. À l'occasion, une séance de restitution de l'évaluation du projet de renforcement des capacités nationales en gynécologie et obstétrique mise en œuvre par l'équipe du professeur Jean-Charles Moreau avec la collaboration du Centre de recherche pour le développement international a ponctué le déroulement de la cérémonie d'inauguration de la salle de visioconférence de la clinique de gynécologie. Cette nouvelle acquisition est venue renforcer le dispositif en technologie médicale de l'hôpital Aristide Le Dantec avec la première expérience de télémédecine qui a démarré avec le service de chirurgie générale. Santé toujours, l'unité de radiothérapie du centre anticancéreux de l'hôpital Aristide Le Dantec a reçu la visite d'une délégation américaine du département de l'énergie, une délégation qui promet de renforcer la sécurité radiologique et nucléaire du service, nous dit René-Léon Fonseca. Hôpital Aristide Le Dantec, unité de radiothérapie. Comme tous les matins, le service accueille une 60aine de patients qui viennent se faire consulter. C'est la seule unité de traitement du cancer qui existe au Sénégal, car le service de radiothérapie, c'est surtout cette salle,
Trèfle de signalisation de radiation à la porte, elle comporte un appareil de cobaltothérapie, indispensable pour le traitement du cancer, mais aussi cette salle de simulateur standard pour délimiter les zones à traiter. Quand on parle de radiothérapie, ça veut dire qu'on utilise des rayonnements ionisants pour traiter les cancers. C'est des rayonnements gamma qu'on utilise, d'énergie très faible de 1,5 MeV. Mais malheureusement, depuis 1989, on n'a que le cobalt. Cet appareil de cobalt est extrêmement utile, mais il y a des appareils aujourd'hui qui sont beaucoup plus efficaces, qui ont une gamme de pathologies cancéreuses à prendre en charge beaucoup plus large. Et je pense que nous devrions tendre vers cela. Ce matin-là, une délégation américaine du département de l'énergie a même fait le déplacement. Elle va évaluer les déficits et renforcer la sécurité radiologique et nucléaire. Nous sommes venus donc nous enquérir de l'état de cette sécurité de manière globale et voir avec donc cette délégation américaine en quoi donc on peut avoir donc une coopération qui puisse aider l'hôpital à renforcer sa sécurité en la matière. Pour la sécurité des patients, pour la sécurité de ceux qui y travaillent, c'est-à-dire les médecins, les techniciens en imagerie, mais aussi pour la sécurité de l'environnement, c'est-à-dire ceux qui fréquentent l'hôpital. Renforcer la sécurité dans toutes les unités où on utilise des sources de rayonnement ionisant, la mission de l'autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire est clairement définie. Des visites sont prévues dans d'autres centres dans les prochains jours. Merci René. À présent de la culture dans ce journal avec l'artiste Queen Bees qui vient de mettre sur le marché son premier album composé de 10 titres. Cet album retrace la vie de l'artiste. Le nom de cet album, Mots croisés, Mots M-A-U-X, nous dit Youssouf Kaba. Queen Bees. De son vrai nom, Koumba Diallo, la native de Thiès présente sa première production dans un style qui lui est propre. Un mélange de sonorités bien de chez nous et d'ailleurs, un album bien accueilli par les amateurs. Moi, ma base, c'est le hip-hop, donc je suis toujours fidèle à ce genre musical. Mais quand même, moi, je vais par thème aussi. Donc, pour chaque thème, je vois le style adéquat. Donc, tu vois, quand je chante Walou, j'ai fait de l'acoustique. C'était pour mieux attirer l'attention de tous les Sénégalais. Dans Trahison, j'ai fait de la soft music, un peu d'R&B. C'était pour mieux être compris par les Sénégalais. Dans Kédougou, j'ai fait une musique traditionnelle mandingue. Ma maman, elle est mandingue, nous on parle mandingue chez nous. Donc c'était pour mieux toucher la population kédovite. Composé de 10 titres, Mots croisés relate la vie de l'auteur elle-même, en mettant un accent particulier sur le côté sentimental. Ça relate la vie de Queen, ce sont les mots dont souffrait Queen qui est relaté dans cet album. Mais les mots aussi dont souffrent certains Sénégalais, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui se retrouvent dans cet album. Ouais, c'est juste ça. Donc c'est tout un concept derrière, quoi. L'un des titres phares, Kédougou, la terre natale de sa mère, Queen Bees la chante avec beaucoup de fierté. Anangata, Kédougou ma fele, Alna, Kédougou ma fele. Titulaire d'un Master 2 en droit à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'ambassadrice de l'USAID PEPAM a laissé tout de côté pour se consacrer à sa passion, la musique. J'ai eu un bac L'. Après j'ai fait droit à l'université. J'ai eu une maîtrise en droit public, option relations internationales. Et après j'ai fait un master en Sciences Po, relations internationales et diplomatie. Donc c'est ça, après j'ai décidé quand même de me focaliser sur ça, ma passion, la musique. En mettant cet album sur le marché, notre chanteuse qui se réclame du mouvement hip-hop a franchi un pas dans ce milieu impitoyable du showbiz. Le chemin reste encore long, nous lui souhaitons bon courage et bonne carrière.
Oui, Youssouf, bonne chance à l'artiste Queen Bees. De la culture au sport, il y a juste un pas à franchir, un pas que nous allons franchir allègrement pour dire qu'à l'instar de la communauté sportive internationale, le CNOS a célébré la journée olympique en ce 23 juin. Plusieurs activités, dont une randonnée pédestre des mini-jeux olympiques, ont marqué l'événement. Une cérémonie en présence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Sénégal. Il tenait à encourager les athlètes sénégalais qui prendront part aux Jeux olympiques de Londres, nous dit Indiqué Bokoko. La journée olympique exalte le sport et ses valeurs autour du triptyque bouger, apprendre et découvrir. Les plus jeunes l'ayant compris, ils ont gratifié l'assistance d'une cérémonie d'ouverture virtuelle des JO de Londres 2012 à travers la présentation de quelques pays qualifiés. Des moments pleins de symboles emprunts à la culture britannique. Une journée très importante parce que c'est une journée où on fête les principes de la tolérance, de la paix et la participation dans le sport. Et le sport, c'est très important pour tout le monde. Défendre valablement les couleurs du Sénégal à ces JO, tel est le souhait des anciennes gloires de l'athlétisme. Un vœu qui trouve l'assentiment des autorités fédérales. Nous souhaitons à tous ces athlètes qui vont aller aux Jeux olympiques, soit de faire plus que moi, au moins faire comme moi. Nos athlètes sont dans des centres de très haut niveau, continuent à bénéficier de l'aide de l'État du Sénégal et du comité olympique pour participer en fait à de grandes compétitions. Autre moment phare de cette journée olympique, la randonnée pédestre à laquelle a pris part les membres du CNOS, aux côtés de l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Une activité prisée par les sportifs du dimanche. En arrivant, j'ai forcé, j'ai dit, les vieux sont fatigués, mais ils ne sont jamais fatigués, les vieux ne seront jamais morts. C'est ça ce qui m'a poussé, donc je sais que le sport c'est bon pour la santé. À 32 jours du coup d'envoi, le Comité national olympique et sportif sénégalais peaufine la préparation des athlètes. La consigne est claire, aller le plus loin possible dans les différentes disciplines sportives des JO. Euro 2012, première demi-finale connue, Portugal-Espagne, à l'issue du match qui a opposé la France à l'Espagne, un résultat 2-0 en faveur de l'Espagne. Vous pourrez suivre ce match après votre série Rendez-vous. Préparation du Conseil des ministres décentralisé en Casamance, un prétexte pour le grand format de revenir sur le programme de relance de l'activité agricole mis en œuvre par l'État du Sénégal. Il s'agit pour le gouvernement de récupérer au préalable des milliers d'hectares de terres touchés par le phénomène de la salinisation, cela par la construction d'ouvrages évacuateurs de crues et de digues anti-sel. Financé par la Banque africaine de développement, le projet d'appui au développement rural en Casamance vise à restaurer à terme près de 15 000 hectares. Grand format signé Ibrahima Diallo. Nous sommes en terroir Diola. Longtemps considéré pour autant comme le grenier du Sénégal, cette zone de terroir a beaucoup souffert ces dernières années des effets de la baisse considérable de la pluviométrie, ce qui a entraîné la salinisation croissante de ces vallées rizicoles. Ainsi, des milliers d'hectares de terres de vallée sont devenus improductifs, affectant sérieusement la production de riz, aliment de base des populations de la Casamance. Pour freiner la remontée du sel, comme ici à Kamoubel dans la communauté rurale de Enampor, les populations ont mis des troncs évidés de rognes et autres matériaux de récupération. Nous avons chez les Diola un procédé qui consiste à creuser un trou pour ensuite recueillir l'eau. Quand nous récoltons également et que nous constatons que le riz est envahi par les eaux, c'est en ce moment que nous saurons que le sel est en train de diminuer. Pour consolider les acquis à la base, le PADERCA, dans le cadre de sa mission d'appui au développement rural en Casamance, a entrepris de rehausser ses digues en les rechargeant de matériaux plus solides. Il s'agit notamment d'ouvrages évacuateurs de crues. Et à chaque fois qu'il y a un problème d'eau, soit en amont, elles ouvrent les ouvrages et l'eau passe, en lessivant le sel, elle passe dans le marigot. Ensuite, ces ouvrages que vous voyez, elles permettent aussi de réguler l'eau, de gérer la distribution de l'eau à travers les marigots, de ceux qui sont en haut, en amont de la vallée, jusqu'à ceux qui sont ici en aval, c'est-à-dire vers le côté le plus bas. Il y a toujours une répartition de l'eau qui se fait de façon équitable.
grâce à ces ouvrages. Actuellement, le projet a réalisé plus de 224 ouvrages évacuateurs de crues dans 7 vallées sommairement endiguées à la main par les populations. À Karchak, dans le Blouf, grâce à un système d'ouverture et de fermeture, les ouvrages évacuent le sel dilué dans l'eau, assurant ainsi le dessalement progressif de la vallée. Ces ouvrages jouent un rôle important dans la régulation et la répartition équitable de l'eau à l'intérieur de la vallée, nécessaire au développement harmonieux des cultures d'amont en aval. Le barrage a une grande importance pour nous car il retient l'eau qui est nécessaire à notre agriculture. Si nous avons l'eau ici, nous en ferons la priorité de tout le village. S'il n'y en a pas, nous serons très fatigués. Le projet intervient également dans des vallées dites nouvelles, c'est-à-dire des vallées qui n'ont jamais fait l'objet d'aménagement. Un programme qui vise la protection et l'aménagement de 4000 hectares a déjà démarré sur 5 vallées, 3 dans la région de Sédhiou et 7 dans la région de Ziguinchor. Pour une durabilité de l'ensemble de ce dispositif mis en place, il a été donc formé des comités pour prendre en charge l'entretien, la maintenance, mais également la gestion de ces ouvrages. Et ces comités bénéficient de formation régulière pour leur permettre de prendre en charge l'ensemble de ces réalisations. Outre le rôle anti-sel et de rétention des eaux de ruissellement, la plupart des digues réalisées par le PADERCA sont généralement des digues-pistes, ce qui contribue grandement au désenclavement des villages et de la région, à la grande satisfaction des populations. Avant, il fallait se déshabiller pour traverser ici. Mais avec cette route et ce pont, on peut traverser sans souci. Parce que cette piste, c'est une piste de production qui relie la communauté rurale de Karchak à la communauté rurale de Mlomp. Et il y a d'autres pistes aussi qui relient aussi la communauté rurale de Karchak à la communauté rurale de... Donc pour les digues-pistes, ça joue donc 3 rôles. D'abord, ça permet de désenclaver des villages, donc Karchak et les villages environnants. Et ça permet également de maîtriser les eaux et avec ces eaux-là de permettre le développement de l'agriculture. Restaurer les vallées est une préoccupation de l'État du Sénégal, mais les valoriser en est une autre. C'est pourquoi le projet accompagne les populations bénéficiaires pour la pérennisation des réalisations et dans la mise en œuvre des hectares de terres récupérées. Toutes les populations sont impliquées, bénéficiaires sont impliqués du début du choix du type d'aménagement jusqu'à la réception définitive. Donc elles gèrent leur propre développement. Et comme je l'ai dit, dans chaque village, autour de chaque vallée, tous les villages polarisés sont membres des comités de gestion qui assurent donc la durabilité du fonctionnement correct des ouvrages pour que les résultats auxquels nous sommes en train d'atteindre soient quand même durables. Avec maintenant les aménagements qui sont en cours et qui vont venir, c'est pratiquement plus de 13 500 hectares de vallées qui seront aménagés et restaurés à terme. La réalisation de l'impact attendu du projet dépend beaucoup de l'appropriation par les populations bénéficiaires. Merci Ibrahim Diallo. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h du Sénégal ou de l'étranger. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.